Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Cette semaine, un sujet qui nous concerne tous. Jean Leonetti nous parle de l'hôpital d'Antibes et de sa modernisation pour répondre toujours mieux à nos attentes en matière de santé publique. Jean Leonetti, bonjour. Bonjour. On connaît votre attachement pour le système hospitalier public. Vous avez exercé combien de temps d'ailleurs en tant que chef de service en cardiologie à l'hôpital d'Antibes ? Près de 25 ans. 25 ans. Vous êtes actuellement président de la commission de surveillance de l'hôpital. Donc on comprend que vous avez un lien fort avec cet hôpital et avec le système, le milieu hospitalier en général. Quelle est votre marge de manœuvre pour aider l'hôpital à se développer, à continuer de se moderniser ? On est passé d'une médecine hospitalière purement qui fait de l'aigu, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde, l'accident de la route. On est passé à une médecine qui est beaucoup plus chronique. C'est-à-dire que on sauve les gens, entre guillemets, mais on ne les guérit pas complètement. Et donc, ils ont besoin d'un suivi. Cette évolution-là a fait que s'est développé ce qu'on appelle le médico-social. Quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, c'est quoi ? C'est un malade ? Bien, ça fait partie du social qui doit relever de l'action de la ville. C'est pour ça qu'autour de l'hôpital, se sont développés des services, en particulier un EHPAD, c'est-à-dire une maison de retraite médicalisée, dans lequel, bien sûr, il y a des vieillards, mais bien sûr aussi, ces vieillards ont des pathologies qui doivent être soignées en proximité. On y a bien sûr développé le service de soins palliatifs, qui est un des plus remarquables français. Et puis, on y développe maintenant une résidence senior dans laquelle on va essayer de trouver une autonomie entre la vision que l'on a d'un maintien à domicile le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles, et puis un passage intermédiaire dans lequel on va apporter un certain nombre de services à des gens qui ont encore conservé leur autonomie. C'est ça l'enjeu de demain. L'enjeu de demain, c'est de faire en sorte qu'on ait une continuité entre l'action sociale française, nationale et des collectivités et le centre hospitalier qui, lui, est un pourvoyeur de soins au sens large du terme. Tout cela, bien sûr, en partenariat avec la médecine libérale. La vitrine d'un hôpital, on le sait, c'est son service des urgences. À Antibes, c'est un passage annuel de 50 000 patients, avec un pic au mois de juillet où on atteint à peu près 140 passages par jour. Et puis un temps d'attente qui est de 4h30, un temps d'attente moyen, je précise, et qui correspond, mais alors pile poil, au temps d'attente national. Qu'est-ce que fait l'hôpital pour améliorer les conditions d'attente aux urgences ? Il y a deux sujets, il y en a plusieurs, mais il y a deux sujets principaux. Le premier sujet, c'est le nombre de personnes qui accueillent. Voilà. Et fort heureusement, aujourd'hui, l'hôpital a pourvu tous les postes aux urgences médicaux et paramédicaux. Donc, on a les moyens humains de recevoir effectivement les urgences. Après, il y a un deuxième point qui est un point de locaux. Il y a des box. Voilà, rien n'est pire que d'attendre dans un couloir sur un brancard. Et là, on a encore une inadaptation de l'hôpital vis-à-vis des besoins. On a une dizaine de box, il faudrait en avoir plus de double. Et donc, c'est le projet du bâtiment urgence qui doit se mettre en place. Et puis, on a des lits d'hospitalisation temporaire. Le malade, il arrive, il n'y a pas de lit dans le service dans lequel il doit aller. On le laisse attendre dans un box ? Non, on lui trouve une chambre qui est la chambre aux urgences. Et cette chambre aux urgences lui permet d'attendre le lendemain dans une situation à la fois de qualité de soins et confortable sur le plan humain avec la famille. Dans l'attente, moi je pense qu'on doit aller plus loin. Les seules remarques négatives qu'on a vis-à-vis de l'hôpital, aux urgences, c'est pas les qualités de soins. Personne ne dit j'ai été soigné. Mais on dit on m'a pas parlé, on n'est pas venu tout de suite, j'ai attendu longtemps, voilà. Alors bien sûr, il y a les attentes au scanner, on a la chance d'avoir un nouveau scanner qui va arriver, qui va être dédié uniquement aux urgences et qui va accélérer ce processus. Mais aujourd'hui, contrairement au passé, on a besoin d'examens paracliniques, on a besoin de biologie, on a besoin de radiologie pour faire un diagnostic précis. Et donc, l'encombrement, il est quelquefois aux urgences parce que ces services-là peuvent être encombrés. Donc je pense que là aussi, on va avoir une meilleure efficacité. Mais les locaux, c'est un enjeu majeur.
Et vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce que peuvent faire les collectivités territoriales pour un hôpital? Moi, je pense qu'on doit aussi cofinancer une situation. Les urgences d'un hôpital, c'est aussi le problème d'une ville. Vous parliez d'un nouveau scanner qui va arriver sur l'hôpital. Ça va porter le nombre d'équipements à 3 scanners et 2 IRM pour un hôpital de la taille d'Antibes, qui est un hôpital considéré comme moyen pour un hôpital français. C'est un équipement plutôt bien fourni. Ça va être au bon niveau, voilà. L'hôpital d'Antibes, comme l'hôpital de Cannes, est un hôpital qui n'est pas hospitalo-universitaire, mais qui est catégorie 2. Il n'y a pratiquement que ces 2 hôpitaux dans les Alpes-Maritimes qui ont ce niveau-là. Donc, effectivement, il faut qu'ils soient dotés, comme on vient de le dire, d'équipements qui permettent un diagnostic précis. Voilà, aujourd'hui, personne n'envisage quelqu'un qui a brutalement un trouble du langage ou quoi que ce soit, qu'on lui fasse pas un scanner cérébral. C'est impensable. C'est le niveau de la qualité de soins que l'on doit fournir à tout Français. Donc l'hôpital, compte tenu des urgences, compte tenu de son attractivité, compte tenu de son niveau médical, maintenant il faut qu'il ait ces équipements. Et je pense que vous le soulignez, le scanner aux urgences va avoir 2 effets. Un effet de diagnostic plus rapide pour les pathologies, et puis bien sûr une diminution de l'encombrement des urgences. Ça veut dire des vies sauvées, tout ça. Ça veut dire des vies sauvées, ça veut dire aussi des prises en charge plus humaines. Attendez 4 heures aux urgences, même avec une entorse, voilà. Eh ben, c'est long, 4 heures. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une prise en charge humaine qui doit être développée, qu'on va développer à l'hôpital d'Antibes. C'est que si vous attendez 4 heures que personne ne vous parle, c'est très pénible. S'il y a quelqu'un qui vous explique pourquoi vous allez attendre, parce que vous allez passer au scanner, parce qu'on va libérer une chambre à tel endroit, parce que votre pathologie relève de telle spécialité et qu'on a appelé le spécialiste, parce que finalement le soin qu'on doit vous apporter final, il va arriver dans 4 heures, mais qu'on vous donne déjà une partie de traitement pour soulager, par exemple. À ce moment-là, l'attente est plus légère. Mais il faut rassurer les familles, ou du moins leur donner une information claire, voilà, pour qu'ils sachent s'il faut rentrer chez eux et revenir dans 1 heure, s'il faut attendre parce qu'il y a une capacité de faire un traitement ambulatoire et qui va sortir. Donc je pense que le dialogue est un élément majeur aux urgences. Qui fait baisser peut-être aussi les grands moments de stress dont on parle, avec les violences, tout ça c'est lié, je pense, quand on parle aux gens. Alors, la violence, elle est due à la fois à notre société, mais elle est aussi due au fait qu'on reçoit toutes les pathologies. La bouffée délirante agressive, la personne qui est en état éthylique majeur, c'est pas des gens qu'on peut facilement raisonner. Donc c'est normal qu'il y ait une forme de violence compte tenu des pathologies que l'on reçoit. Quels sont les pôles d'excellence de l'hôpital d'Antibes ? Alors là, je ne peux pas, parce que franchement, il y en a tellement maintenant. Bien sûr, vous savez que je suis attaché à la cardiologie, et aujourd'hui, la cardiologie antiboise est à un très haut niveau, en particulier sur le traitement des coronaropathies, infarctus, angine de poitrine, etc. Mais on a un accord, par exemple, je prends un autre exemple sur les grandes pathologies qui existent, un accord avec le centre La Cassagne, qui fait que on a un niveau de traitement des cancers en général qui est le niveau le plus élevé qu'on puisse imaginer dans le département, avec des praticiens de très très grande qualité. S'il y a un pôle d'excellence qui est reconnu et que les Antiboises connaissent bien, c'est la maternité d'Antibes. Oui, cette maternité, elle tourne à peu près 1000 naissances par an. Elle a pris sa place. Les Antibois, et plus que les Antibois, accouchent à Antibes en toute sécurité. Et ce service a aussi un label de qualité. Le fait de la prise en charge de l'accouchement dans des conditions de non-douleur, d'environnement apaisant, qui va aboutir à la joie de la naissance de l'enfant, je crois que l'hôpital d'Antibes est un des plus performants de la région. Donc c'est important. Continuons à faire des enfants, parce que ça, c'est bon pour l'hôpital, franchement, en termes d'image, mais c'est la seule espace hospitalier dans lequel on a à la fin de l'événement une grande joie partagée, y compris par les soignants.
Et puis, pour prendre un exemple un petit peu différent, on a aussi un partenariat avec l'hôpital Lanval pour que les enfants soient accueillis de manière encore meilleure que ce qui est aujourd'hui. Il y a des parents autour de l'enfant, il y a une angoisse majeure et il y a une prise en charge qui doit être sans défaut. Et donc, c'est un des pôles qui me paraît le plus important sur l'excellence de l'hôpital d'Antibes. On le comprend, alors c'est pas tant sur la qualité des soins que sur les conditions d'accueil et notamment sur les bâtiments que l'hôpital d'Antibes doit s'améliorer. Comment va évoluer maintenant la restructuration et la modernisation? Alors d'abord, il y a l'hôpital psychiatrique qui est en cours de construction. La psychiatrie, ça fait partie de la médecine. Voilà. Et la psychiatrie, aujourd'hui, elle doit être prise en charge parce que la pathologie mentale est un des grands enjeux de la médecine de demain. Les mécanismes sont mieux connus, les traitements sont plus performants, la prise en charge psychiatrique est sortie définitivement de la période asilaire. Et on sait bien que toute personne a cette fragilité qui peut faire qu'il peut avoir besoin à un moment donné de la psychiatrie. Donc refaire les bâtiments, les rendre plus humains, faire en sorte qu'à la fois on ait la sécurité et en même temps qu'on ait la capacité de prendre en charge de la façon la plus douce et plus humaine la pathologie psychiatrique, c'est un enjeu majeur. Mais les deux autres enjeux, c'est que nos blocs opératoires sont saturés, ça veut dire qu'on a des bons chirurgiens et que ces bons chirurgiens, notre pôle d'excellence, sont en capacité de fournir une activité importante, surtout une activité ambulatoire, parce que maintenant la chirurgie se fait de manière ambulatoire. Je crois que c'est 50% de l'activité. 50%. Mais ça peut monter encore. On doit arriver à 70% d'activité. Aujourd'hui, vous faites opérer d'une hernie, vous rentrez le matin, vous sortez l'après-midi. Vous faites opérer d'une cataracte, vous rentrez le matin, vous sortez l'après-midi. Je vais me faire l'avocat du diable, mais certains pensent qu'en fait c'est une façon de libérer les lits d'hôpital aussi. Aussi, mais c'est une performance qui bénéficie à tout le monde. On croit toujours que dans les hôpitaux, quand je suis plus efficace, je coûte plus cher. Non, quand je suis plus efficace, je coûte moins cher. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Et un malade qui est traité pour une hernie, qui rentre le matin et qui sort l'après-midi, c'est bon pour lui et c'est bon pour notre politique de santé financière. Historiquement, l'hôpital d'Antibes est très actif en matière de dons d'organes. Je crois qu'il y a une centaine de greffes de cornée qui se font chaque année. Quelle est la procédure aujourd'hui pour les personnes qui voudraient faire don ? Alors d'abord, vous avez raison de souligner que grâce à Éric Duplé, la greffe de cornée, c'est à Antibes que ça se fait. Voilà. Et que la greffe de cornée, c'est on enlève la cornée d'une personne qui est décédée et ça permet à des gens de retrouver la vue. C'est pas rien. Voilà. Mais au-delà, le don d'organes, c'est quelque chose qui est présumé positif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, a priori, si demain je meurs, mes organes peuvent être prélevés pour faire vivre quelqu'un d'autre. Même si je n'ai pas fait de déclaration préalable ? Non, bien sûr. Je suis présumé consentant. Si je ne veux pas que ça se passe, il faut que j'écrive et que l'on me mette sur le fichier central qui dit, qu'on peut consulter, et qui dit cette personne ne veut pas que ses organes soient transmis. Parce que la procédure, c'est le consentement présumé, mais c'est aussi un dialogue avec la famille. Et ce dialogue, malheureusement, encore en France, beaucoup de gens frappés par le chagrin et la douleur disent non. Voilà. C'est pour ça que c'est bien d'en parler. Bon, bien sûr, ça enlève pas le chagrin, ça supprime pas le deuil, mais ça dit, la vie continue, et il continue à donner la vie. Et donc, je pense que cette façon de continuer à donner la vie au-delà de la vie, c'est un beau sujet pour la greffe d'organes. Avec les défis de la médecine, le vieillissement de la population, comment vous voyez l'évolution du système de santé public ? Le côté positif, c'est le côté médical, et le côté négatif, c'est le côté comptable. Le côté positif, c'est de se dire la médecine est de plus en plus performante. Regardez par exemple, je vais prendre un exemple très précis, la chimiothérapie, ces traitements médicaux que l'on fait dans le cadre d'un cancer. Avant, ce traitement était standardisé, maintenant il est sophistiqué et personnalisé. En fonction de votre génétique, en fonction de votre réactivité et aidé par l'intelligence artificielle, vous allez avoir un traitement directement adapté à votre cas. Et ça modifie considérablement les résultats.
Sauf que dans ces conditions-là, on voit bien qu'il y a un coût qui augmente. Et donc le vrai défi, c'est une réforme structurelle. La première réforme, c'est de se dire qu'effectivement, la médecine va être de plus en plus performante et elle va être coûteuse. Le deuxième, c'est de garder cette idée de la solidarité et de la gratuité de la médecine, en particulier sur les pathologies lourdes. Et puis le troisième, c'est de se dire que notre système est un peu archaïque, on l'a dit tout à l'heure, il est hospitalo-centré, tout se fait à l'hôpital, et on n'arrive pas à avoir une fluidité du parcours de soins. Parallèlement, il y a deux éléments. Il y a l'intelligence artificielle et le numérique, qui vient apporter son concours. Et puis de l'autre côté, vous avez un personnel de soins infirmier qui a élevé considérablement son niveau de compétence. Pour le premier, c'est pas compliqué, c'est qu'on se rend bien compte que demain, une radio va être en grande partie interprétée par l'intelligence artificielle, avec un degré d'erreur qui va être inférieur au degré d'erreur que peut faire un radiologue et même plusieurs radiologues. Il faut l'accepter, ça ne veut pas dire qu'on va faire disparaître les radiologues, ça veut dire que leur métier va changer et qu'ils vont avoir plus de temps pour le malade, peut-être plus de temps pour des interventions d'infiltration, de traitements particuliers. C'est aussi vrai pour la biologie. Aujourd'hui, la biologie, en 20 minutes, vous avez un résultat complet de votre bilan biologique, ce qui n'existait pas avant. Donc cette performance-là, elle est rentable, entre guillemets. Le deuxième élément, c'est que les médecins font, à mes yeux, voilà, je prends la responsabilité de le dire, encore des activités de soins qui ne correspondent pas à leurs études. Il y a des exemples qui sont troublants. Aux États-Unis, l'endoscopie, par exemple. L'endoscopie, ils ont fait des tests avec une infirmière qui fait, ou un infirmier qui fait que ça. Et bien, au bout d'un moment, la technicité fait que sur un problème très particulier, la répétition de l'acte améliore considérablement l'efficacité de l'acte. Et donc, dans certaines cliniques, l'infirmier est plus performant dans l'endoscopie que le gastroentérologue. Donc, n'ayons pas peur de nous ouvrir, ne soyons pas corporatistes en disant ça c'est médical, ça ne doit pas être fait par un infirmier. Aujourd'hui, il y a déjà des avancées qui sont faites dans ce domaine, avec des infirmiers sur des techniques avancées. Il faut qu'on continue dans ce sens. Les deux éléments qui vont nous permettre de sauver la médecine française, c'est l'évolution du personnel infirmier et c'est l'intelligence artificielle. Merci Jean Leonetti. Merci à vous. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Jean Lépin, à la technique Jean-François Diaz, au micro Florence Bellon, et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.